La WWE permet aux catcheurs de s'exprimer dans le ring comme bon leur semble. Mais parfois, on voit ces athlètes être un peu trop libres lorsqu'ils montent sur le ring, voire même être carrément ivres. Ah oui, il y a eu de rares occasions où des catcheurs de la WWE se sont produits en état d'ébriété. Vous ne l'avez probablement jamais remarqué, alors restez avec nous pour découvrir les cas les plus épiques. Pour commencer, nous avons la moitié de l'équipe tag team la plus importante de l'histoire de la WWE, Jeff Hardy. S'il y a une superstar de la WWE qui n'a pas besoin d'être présentée, c'est bien lui. Jeff Hardy a passé les années 90 et une bonne partie du début des années 2000 à travailler avec son frère Matt. Ensemble, les Hardy Boys ont remporté 21 championnats du monde par équipe entre la WWE, la TNA, la ROH et d'autres promotions. Comme si cela ne suffisait pas, Jeff a également un CV bien rempli en tant que lutteur solo, ayant remporté 6 titres de champion du monde, 5 titres de champion intercontinental, 3 titres de champion hardcore, et étant devenu le 18e champion de la triple couronne et le 9e champion du Grand Chelem de l'histoire de la WWE. Tout bien considéré, il est probablement juste de dire qu'il est l'un des plus grands de tous les temps. Ne pensez-vous pas ? Mais la plupart du temps, le fait d'être grand ne suffit pas à empêcher un homme d'avoir des ennuis. En tout cas, pas lui. Que ce soit lorsque Jeff était au sommet de son art ou plus tard au crépuscule de sa carrière, il a toujours eu des ennuis pour une chose ou pour une autre. Et le point commun de tout cela, son amour pour les médicaments et l'alcool. Par exemple, en 2009, un an après avoir remporté son premier championnat du monde à la WWE, le bon vieux Brother Nero a été arrêté non seulement pour possession de drogue, mais aussi pour en avoir fait le trafic. Oui, vous avez bien entendu. Il a été arrêté pour trafic de médicaments sur ordonnance et possession de stéroïdes anabolisants lorsque les flics ont fait une descente chez lui et ont trouvé des centaines de comprimés de Vicodin et de Soma et plus de 500 millilitres de stéroïdes anabolisants, entre autres choses. Pour une raison étrange, il n'a été condamné qu'à 10 jours de prison, 30 mois de mise à l'épreuve et une amende de 100 000 $, ce qui est franchement une claque sur la main. Quoi qu'il en soit, Jeff avait des antécédents bien connus en matière de toxicomanie, mais même cela ne nous a jamais préparés à ce qui s'est passé en 2011. C'était pendant l'une des périodes d'absence de Jeff de la WWE, après son affaire de trafic de drogue, et c'était donc un événement de la TNA. Et pour les fans qui ne s'en souviennent pas, le début des années 2010 a été une période où l'industrie du catch a vu la TNA déployer beaucoup d'efforts pour usurper la place de la compagnie de Vince McMahon en tant que première promotion de catch, mais cela n'a pas fonctionné. Dans le cadre de cette campagne, un match de rêve unique a été organisé, mettant en scène 2 des plus grands noms de l'industrie, Jeff Hardy et Sting, icônes de la WCW, s'affrontant dans un match pour le titre mondial sur PPV. La promotion et la publicité pour ce match étaient excellentes, et les fans étaient impatients d'assister à ce qui aurait dû être une soirée exceptionnelle. Mais il semble que notre Jeff ait été un peu trop excité et qu'il ait cherché le calme au fond d'une bouteille et de quelques autres bouteilles. Le résultat, Jeff Hardy a débarqué dans l'arène complètement bourré et sous emprise de drogue. Il est difficile d'expliquer comment aucun organisateur ou promoteur ne l'a vu avant qu'il ne se dirige vers le ring, ou pourquoi personne ne l'a arrêté s'il l'avait vu. Ce que l'on sait, c'est que lorsque les lumières et la musique se sont allumées pour que Jeff monte sur le ring, il a complètement perdu la tête. Il a trébuché jusqu'au ring, mettant au moins 3 minutes, ce qui lui a semblé une éternité, juste pour entrer sur le ring. Le catch est déjà un sport assez dangereux, mais le pratiquer en état d'ébriété pourrait bien être la meilleure façon de mourir. Heureusement pour tout le monde, avant d'en arriver là, les officiels ont pu constater que Jeff n'était pas en forme pour un événement qui l'obligerait à se tenir debout ou à réfléchir. Ainsi, après les présentations officielles, Eric Bischoff est monté sur le ring et a serré les 2 catcheurs, qui étaient tous en dehors du script, juste pour transmettre le nouveau format du match. Il aurait probablement dû le faire avant que Jeff Hardy ne monte sur le ring, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? De manière assez folle, ce n'est pas la fin du combat de Jeff contre l'alcool et la toxicomanie. Il a été arrêté pour ivresse publique et conduite en état d'ébriété en 2019. Et a été emprisonné pendant 5 semaines en 2022 après avoir été arrêté en Floride pour conduite en état d'ébriété,
avec un taux d'alcoolémie environ 4 fois supérieur à la limite légale. Il a depuis été mandaté pour compléter un programme de traitement de réhabilitation de l'alcool par l'AEW, dans laquelle il a récemment travaillé, de sorte que nous espérons ne pas voir ce moment embarrassant se répéter. Alors que la longue dépendance de Jeff Hardy à l'alcool n'est jamais passée inaperçue, l'ivrognerie de ce type est toujours restée secrète, du moins le plus souvent. Son nom? André le Géant. Ce nom vous est certainement familier, n'est-ce pas? Bien qu'il ait passé un peu plus d'une décennie dans la promotion, seule une élite a un nom plus emblématique dans le cœur des fans que celui de ce type. Mais au-delà de ce nom emblématique, qui était vraiment cet homme? Pour certains, André était physiquement le plus grand catcheur qui ait jamais existé. Il a commencé à lutter en 1966 dans toute l'Amérique du Nord avant d'être recruté par ce qui était alors connu sous le nom de WWF par devinez qui? Vincent G. McMahon. Mais ce n'est pas le McMahon que vous connaissez. Vincent G. McMahon était en fait le père de ce bon vieux Vince et le fondateur de ce que l'on appelle aujourd'hui la WWE. Pour Vincent G. McMahon, André n'était pas vraiment un catcheur de premier plan. Dans les années 70, cet homme 2,24 m et de 236 kg n'était considéré que comme une attraction spéciale pour la plupart des promotions de catch. Ce n'est qu'au cours des années 1980, lorsque l'industrie du catch s'est mondialisée, qu'il a commencé à être pris plus au sérieux en tant que personnage de ring. André est associé à l'infâme manager Bobby Heenan, se lance dans une querelle avec Hulk Hogan, les deux étant la tête d'affiche de WrestleMania 3 en André the Giant devient champion du monde en remportant le titre de champion du WWF lors du premier épisode de The Main Event et en devenant le champion par équipe de la promotion. En regardant cela, vous comprendrez pourquoi beaucoup le catégorisent comme une légende de l'industrie du catch. Mais qu'en est-il de ceux qui traitent André d'ivrogne? De quoi s'agit-il? Vous ne vous souvenez peut-être pas du nom, mais l'un des plus grands folklores du catch parle d'un géant qui avait l'habitude d'avaler environ 120 bières en une seule fois. Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ce même type. Les histoires racontent qu'il ne se saoulait jamais, ce qui fait que boire de l'alcool semblait être son super pouvoir à un moment donné. Mais c'est là qu'elle se trompe. Non seulement il était souvent ivre par l'excès d'alcool, mais André s'est retrouvé une fois sur le ring alors qu'il était ivre. Nous sommes en 1986 et bien qu'il soit toujours sous contrat avec la WWF, André the Giant fait quelques apparitions dans la promotion New Japan Pro Wrestling. Au cours de l'une de ces apparitions, il affronte l'une des plus grandes figures de la compagnie, Akira Maeda. Ce match avait tous les ingrédients d'une super production, sauf que la 8e merveille du monde s'est présentée après avoir trop bu. Il est monté sur le ring pour s'amuser et on rapporte qu'il a fait des fentes répétées sur Akira pendant près de 30 minutes. À chaque fois, Akira s'énervait de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus et qu'il décide de frapper à son tour en donnant des coups de pied au géant ivre avec des bottes solides. Comme vous le savez, un homme ivre n'est qu'à 2 doigts de se battre. Une chose en entraînant une autre, la situation s'est rapidement transformée en une véritable bagarre. Le propriétaire de la compagnie a fini par monter sur le ring pour calmer les choses entre les deux hommes, mais en vain. Les deux hommes ont continué à s'affronter, en dehors du script, et le match s'est terminé par une bagarre générale et les huées de la foule. Désolé de vous l'apprendre, mais toutes les histoires légendaires de catch que vous avez lues ne sont pas vraies. André le Géant n'était en fait pas immunisé contre l'alcool. Pour continuer notre liste de catcheurs de la WWE qui se sont produits en état d'ébriété, nous avons The Sandman. Mais voilà, il faut que vous sachiez qui est le Sandman. Cela tient plus au fait qu'il n'a pas passé assez de temps à la WWE qu'à autre chose. Si vous le connaissez, vous ne serez pas surpris de le voir figurer dans la liste des catcheurs ivrognes, car son personnage le plus emblématique était justement construit autour de cela. James Follington a passé la fin des années 80, les années 90 et la majeure partie des années 2000 à travailler dans diverses promotions, de la World Championship Wrestling à la Total Non-Stop Action Wrestling, en passant par la Ring of Honor, la Major League Wrestler et, bien sûr, la World Wrestling Entertainment. Mais c'est à l'ECW qu'il s'est le plus illustré, en devenant une icône hardcore qui fumait et buvait. Oh oui, c'était en fait tout ce qui caractérisait le personnage de ce type. Se saouler, se défoncer et faire des ravages. Les fans le voyaient monter sur le ring avec un cigare
une bouteille d'alcool et sa canne emblématique. En 1996, lors de l'une de ses apparitions à la WWE, il a littéralement frappé le portoricain préféré de la compagnie, Savio Vega, avec un bâton avant de lui cracher de la bière sur le visage. Ce moment était si emblématique qu'il a marqué le début d'une relation de travail à l'antenne entre la WWF de Vince McMahon et l'ECW de Paul Heyman dans les années 90. Et bien que cela compte comme un cas où il s'est produit en état d'ébriété, puisqu'il avait littéralement de l'alcool dans la bouche pendant un spectacle, ce n'est pas de ce cas dont nous parlons. Il s'agit plutôt d'un moment particulièrement dégoûtant qui s'est déroulé lors d'un house show de l'ECW en juin 2000. Ce soir-là, le quintuple champion du monde poids lourd de l'ECW avait déjà tellement bu avant d'arriver dans l'arène qu'il est surprenant qu'il ait pu monter sur le ring. Mais une surprise encore plus inquiétante l'attendait. Alors qu'il était sur le ring, Sandman a commencé à s'exposer à la foule de l'événement principal du spectacle. Comme l'ont rapporté les journalistes présents à l'événement, il a fait la lune à la foule à plusieurs reprises avant de baisser son pantalon et d'exposer son pénis à la foule, en criant « Voici ma grande canne et voici ma petite canne », tout en brandissant sa canne de marche. Si vous avez eu la chance d'assister à l'époque de l'Extreme Championship Wrestling, vous savez que ce moment n'était qu'une des choses littéralement extrêmes dont la promotion était friande. Cependant, le fait que Sandman ait fait cela en état d'ébriété montre que ce n'était pas scénarisé ou pertinent pour l'histoire. Au contraire, il s'agissait simplement de l'action vulgaire d'un homme ivre et désorienté. Bien sûr, les fans se sont déchaînés à ce moment-là, mais les coulisses de la compagnie étaient furieuses, ce qui est tout à fait compréhensible. Selon certaines informations, Paul Heyman aurait ensuite discuté avec Sandman dans les toilettes après qu'il se soit un peu remis les idées en place. Leur conversation, ou plus justement leur échange de colère, s'est envenimé lorsque Victory, un autre catcheur, a fait irruption. La situation a dégénéré jusqu'à ce que Victory et Sandman se donnent des coups de poing et des coups de tête. Étant donné que des rumeurs affirment que The Sandman avait l'habitude de boire intentionnellement jusqu'à l'ivresse avant les matchs, pour, entre guillemets, entrer dans son personnage, il n'est pas surprenant que ce ne soit ni la première ni la dernière fois qu'il soit en état d'ébriété au cours d'un match. La mention d'honneur revient à celui qui a pris une pilule d'acide avant un match avec Sabu en 1997 et qui a fini par donner un spectacle si mauvais que les deux hommes ont dû s'en excuser à de multiples reprises depuis lors. Ensuite, nous avons la plus grande superstar de cette liste, qui a également l'une des plus longues histoires avec l'alcool dans l'histoire de la WWE, Shawn Michaels. Oui, le Heartbreak Kid en personne. Pour ceux d'entre nous qui l'ont vu se produire semaine après semaine à son apogée, nous comprenons pourquoi il est si surprenant de voir Shawn Michaels sur cette liste. Les jeunes d'aujourd'hui ne comprendront probablement pas, alors disons-le simplement. Dans l'histoire de la WWE, il est pratiquement impossible de citer 10 catcheurs plus célèbres et plus emblématiques que lui. 4 titres de champion du monde, dont 3 fois le championnat de la WWF et 1 fois le championnat du monde des poids lourds de la WWE, le premier champion du Grand Chelem de la compagnie et le 4e champion de la Triple Couronne, et un participant aux premiers événements les plus emblématiques de la WWE, comme le Hell in a Cell, le premier Iron Man match télévisé, le premier Elimination Chamber match, et bien d'autres choses encore. Ce type était tellement bon qu'il a été intronisé au Hall of Fame non seulement 1 fois, mais 2 fois. Alors comment se fait-il qu'un type dont tout le monde se souvient comme étant une source d'inspiration pour des catcheurs modernes célèbres tels que Chris Jericho, Seth Rollins et Kevin Owens soit le même type qui s'est saoulé pendant son travail à de multiples reprises? Eh bien, beaucoup ne s'en souviennent pas, ou alors ils s'en souviennent et essaient de ne pas y penser. Mais Shawn Michaels, à la fin des années 1980, avait un terrible problème de toxicomanie. La situation s'est tellement aggravée qu'il a perdu beaucoup de ses amis proches à cause de son attitude difficile, et il a fini par sombrer dans la dépression et les pensées suicidaires. Ce problème s'est prolongé jusque dans les années 1990, avant que Michaels ne parvienne enfin à mettre de l'ordre dans ses affaires. Nous sommes bien sûr heureux pour lui, mais les moments que nous allons évoquer se sont produits avant qu'il ne parvienne à se désintoxiquer. Le premier cas s'est produit en 1997.
et c'est certainement le plus notable de ces moments où Shawn Michaels s'est produit en état d'ébriété. À l'époque, le Heartbreak Kid et Bret Hart étaient dans une querelle verbale qui durait depuis des mois, voire des années. Rappelons que Michaels avait des problèmes de santé mentale à l'époque et qu'il se tournait toujours vers l'alcool pour se changer les idées. Le résultat, c'est qu'il devenait encore plus minable qu'il ne l'aurait été en temps normal et qu'il s'attirait des ennuis dans l'industrie du catch. En fin de compte, son conflit avec Bret Hart a conduit à la programmation d'un affrontement entre les deux hommes dans le cadre du King of the Ring. Après tout, s'il y a bien une chose pour laquelle Vince McMahon est doué, c'est pour trouver un moyen de tirer profit de toutes les situations. Malheureusement, le match ne s'est jamais concrétisé, du moins pas au moment où il aurait dû l'être. Pourquoi? Parce que pendant la promo de préparation du match, Bret et Michaels ont échangé des mots. Ils avaient tous les deux leur scénario à suivre, mais ce que personne ne savait, c'est que Shawn Michaels était en fait rincé par trop de bouteilles d'alcool à ce moment-là. Et vous savez ce qu'on dit des hommes ivres et des lèvres qui se délient. Au début de la promotion, le Heartbreak Kid a fait une mauvaise blague sur la véritable liaison extra-conjugale de Bret avec Tammy Sonny Sytch à l'époque, qui était récemment devenue de notoriété publique. Il est normal que deux professionnels se disputent avec des mots, mais pas avec des informations personnelles comme celle-là. Ce moment a détruit tout ce qui restait de confiance entre les deux hommes, et alors que personne n'approuvait l'insensibilité de Michaels, ce n'est que plus tard que l'on a découvert qu'il avait bu avant la promotion. Un autre cas similaire s'est produit quelques années plus tard, en janvier 1999, avec une autre promotion. Les fans chevronnés se souviennent de cette période de l'histoire de la WWE. C'était le cœur de l'Attitude Era, et tout se passait en même temps. Le Rock venait de devenir heel, Steve Austin était au sommet de son art, Vince McMahon venait de remporter le Royal Rumble, et Shawn Michaels était le commissaire de la WWE. Comme nous l'avons dit, il se passait beaucoup de choses. Pendant ce temps, Vince McMahon a choqué le monde entier en annonçant qu'il renonçait à ses droits d'aspirant numéro 1 au Rock pour le prochain WrestleMania. Dans la série d'événements qui a suivi, Steve Austin et Shawn Michaels se sont associés et ont fait une promotion sur le Titantron, en direct par satellite depuis San Antonio, au Texas. Nous pensons que la promotion a été scénarisée de manière à ce qu'ils agissent comme s'ils étaient ivres. Steve Austin ne semblait pas vraiment ivre malgré la bouteille de Coors Light qu'il avait avec lui, mais Michaels était définitivement bourré. Vous ne le remarquerez probablement pas la première fois que vous regarderez le segment à cause de sa drôlerie, mais en y regardant de plus près, vous verrez qu'il espérait juste pouvoir continuer à jouer la comédie. Heureusement, il y est parvenu et personne n'a jamais découvert qu'il était ivre ou qu'il avait déjà été ivre lors d'un spectacle, jusqu'à ce qu'il l'admette ouvertement dans une interview bien des années plus tard. Il s'agissait d'une interview de Sports Illustrated en 2017. Et on a demandé au Heartbreak Kid s'il était déjà monté sur le ring pour un match en état d'ébriété ou sous l'emprise de l'alcool. Sa réponse a été la suivante. Oui, j'ai lutté ivre. D'une part, je n'ai jamais été 3 feuilles au vent. L'une des choses qui a fonctionné pour moi, et je le dis en toute humilité, c'est que j'étais naturellement doué. Je pouvais faire ce genre de choses les yeux bandés et en me tenant sur une jambe. J'ai été mis sur terre à ce moment-là de ma vie pour faire ce genre de choses. Au cas où vous vous demanderiez comment il a pu se saouler à plusieurs reprises pendant les concerts sans tout gâcher comme les gars que nous avons mentionnés plus tôt, voilà, tout s'explique. Le dernier de notre liste avant de partir, nous avons Williams Regal. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Darren Kenneth Matthews ou sous une foule d'autres noms qui se terminent tous par Regal. Voici quelque chose de fou. En un peu plus d'une décennie de catch active sur le ring de la WWE, cet homme est devenu 2 fois champion intercontinental, 5 fois champion hardcore, 4 fois champion européen, 4 fois champion du monde par équipe et vainqueur du tournoi King of the Ring en 2008. Mais tout cela ne montre toujours pas à quel point il était un bon catcheur. C'est probablement parce qu'il a été présenté comme le premier Anglais de la compagnie. Beaucoup ne se souviennent pas à quel point William Regal était dynamique et compétent. Et ceux qui s'en souviennent n'en parlent pas assez. Mais s'il y a une autre raison pour laquelle Matthews n'a pas reçu les fleurs qu'il méritait, ce sont ses problèmes d'abus d'alcool. Et comme il a été commissaire, general manager de Raw, coordinateur des matchs de NXT, directeur du développement des talents
est responsable du recrutement mondial de la WWE et qu'il occupe actuellement le poste de vice-président du développement des talents, il peut être choquant de voir son nom sur cette liste. Cependant, si l'on se penche sur la vie de Regal, on trouve certainement des histoires sur ses problèmes de toxicomanie, car il n'a pas eu honte d'en parler à de nombreuses reprises. Heureusement, il a réussi à surmonter ses problèmes, mais pas avant d'avoir vécu ce terrible moment d'ivresse lors d'un spectacle. Ce moment remonte à 1998, peu de temps après ses débuts à la WWE. William Regal était opposé à Goldust lors d'un épisode de Rio Is War en novembre. Depuis son passage à la WCW, des rumeurs circulaient sur son état d'ébriété au sein de la compagnie, mais il parvenait toujours à passer inaperçu lorsqu'il se produisait en direct. Ce jour-là, cependant, son gimmick boiteux de Real Man's Man devait faire une promotion. La plupart des catcheurs, ou simplement des employés, essaient de garder la tête froide pendant les premiers jours de leur nouvel emploi, mais Regal avait déjà du succès et ne contrôlait pas suffisamment son amour pour la bouteille pour ne pas s'en soucier. En arrivant sur scène pour la promotion, il a trébuché de façon évidente, mais les fans ont simplement pensé que cela faisait partie de son thème d'entrée absurde. Cependant, lorsqu'il a pris le micro, il était clair que ce mec était complètement bourré. Tout au long de son discours, Regal n'a pas réussi à garder ses mots ensemble, s'exprimant comme s'il était à moitié endormi. Le fait qu'il ait réussi à tenir jusqu'au bout de la promo relève du miracle, mais ce miracle n'a pas pu couvrir le match lui-même. Pour dire les choses simplement, le match William Regal versus Goldust a été l'un des pires spectacles diffusés par la WWE cette année-là. Les deux catcheurs ont littéralement lutté pour faire croire qu'ils étaient tous les deux sobres pendant environ 6 minutes, et malgré le fait que l'ancienne valet de Goldust, Marlena, se soit présentée au bord du ring, personne n'y a cru. Finalement, Kane s'interpose et assène 3 chokeslams à Goldust, Regal et à l'un des officiels de la WWE, et le match est déclaré no contest, pour ne plus jamais en parler. Quelques mois plus tard, il a été révélé que Regal avait été libéré de la compagnie après avoir suivi une cure de désintoxication. Il est revenu des mois plus tard, d'abord à la WCW, puis à la promotion de Stanford, et a réussi à renverser la situation et à devenir un champion du monde. Voilà qui explique pourquoi vous n'avez jamais entendu parler de ce match jusqu'à présent, et que vous n'en entendrez probablement plus jamais parler. Lequel de ces moments vous semble le plus embarrassant ou le plus décourageant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires, et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.